très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Maden Aïdara, vient de procéder à l'inauguration de sa résidence de Fana dans le cercle de Douila. Cette résidence est offerte par la section Ansardine de Fana. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités politiques et administratives ainsi que les membres de la Fédération Ansardine internationale. En cette veille du mois de Ramadan, l'on pouvait constater une grave pénurie de produits pétroliers dans plusieurs stations de la capitale. Crise survenue après nombreux préavis de grève déposés par le SYNACOR, syndicat national des conducteurs routiers, réclamant une amélioration de leurs conditions de travail. Amadou Diara, Ibrahim Koulibaly. C'est la phase exécutive du mot d'ordre de grève qui a abouti ce vendredi matin à cette paralysie dans les stations de services pétroliers. Une situation qui a plongé les consommateurs dans le désarroi total car l'essence et le gasoil sont devenus en plein cœur de Bamako une denrée rare. Cette pénurie de carburant a occasionné de longues files d'attente quasiment toute la journée et dans les 6 communes du district. Face à l'inquiétude, s'ajoute la nervosité de certains clients sortis depuis l'aube dans l'espoir de se procurer le précieux jus afin de pouvoir vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, c'est très sérieux. Il n'y a pas de carburant, comment on va faire? Non, ce n'est pas le même prix. Ils ont ajouté 10 francs. Ben, nous, on est en train de prendre à ce prix pour mettre 10 francs aussi pour vendre aux clients. Voilà, parce que nous, on ne veut pas compliquer les choses pour les clients, on est tous les Maliens. Ce genre de problème, depuis tant d'années, on n'a pas vu ça. Donc il faut faire vigilance à ça pour bien regarder la priorité de la population. On est trop coincé ici depuis 2 ou 3 heures de temps. Donc ce n'est pas du tout normal. Donc il faut qu'ils veillent à ça pour que nous puissions avoir circulé normalement et aller dans notre besoin. Ben là, je ne sais pas les motivations. J'ai appris ce matin qu'il y a pénurie à Bamako et donc nous nous sommes dirigés vers la station pour essayer de prendre un peu de carburant pour pouvoir nous déplacer dans les jours à venir. Non, pour le moment, nous n'avons pas eu. Ça a terminé par un contentieux ici. Bon, donc moi, pour mettre fin au contentieux, moi, je cherchais ma solution ailleurs. Mais si je n'en ai pas eu, bon, ça vaut mieux que de me quereller ici. Le fonctionnement actuel du monde moderne, c'est les carburants. Bon, s'il n'y a pas de carburant, il y a forcément crise à tous les niveaux. Mon souhait, qui est, enfin, je ne connais pas la cause, mais que les autorités prennent les dispositions à temps utile pour que le pays ne vienne pas plonger dans des difficultés, parce que les conséquences peuvent aller très loin. Ce blocage découlerait d'une rupture de ravitaillement des stations de la capitale par les gros porteurs, autrement dit les conducteurs routiers qui transportent le fioul de Dakar, d'Abidjan ou d'Accra, car, faudra-t-il le rappeler, le Mali ne dispose pas de port autonome. Il ne reste plus qu'à espérer un rapide dénouement pour que Bamako circule et évite une autre crise qui sera sans doute la crise de trop. Dans notre travail d'investigation suite à cette pénurie de carburant, nous sommes allés à la rencontre du syndicat national des transports du Mali, auquel est rattaché le SYNACOR, syndicat national des conducteurs routiers. Le secrétaire général de cette organisation syndicale nous explique que 4 points essentiels sont à l'origine de ce mot d'ordre de grève observé depuis ce vendredi matin. Il est au micro d'Amadou Diara. Bon, cela est dû à la grève de syndicat national des conducteurs routiers qu'on appelle SYNACOR. Vous savez qu'au Mali, le syndicat est uni à une seule centrale. Mais il y a les secteurs. Les secteurs routiers, urbains, interurbains, inter-États. Ces syndicats-là travaillent sur le corridor national international, qu'on appelle ça les routiers. Mais nous sommes tous dans un seul syndicat. Dans le syndicalisme, il y a quand même les solidarités. Bamako est alimenté par ces gros porteurs qui puissent à Dakar, Bamako. Donc une fois que nous sommes tous dans ce même syndicat qu'on appelle les conducteurs routiers. Conducteur routier est égal au conducteur routier. Aujourd'hui, nous sommes conducteurs routiers sans ville Bamako. Mais au niveau national, nous sommes tous les mêmes. Ces revendications-là sont à plusieurs niveaux. Mais 4 points essentiels. 4 points essentiels.
Le premier point, ça c'est la tracasserie routière. Vous savez que les conducteurs routiers sont fatigués, sont très fatigués. De Dakar à Diboli, c'est fatigant. De Diboli à Bamako, c'est fatigant. Donc nous, les conducteurs routiers, on en a crié haut et fort pour diminuer les tracasseries routières. Maintenant, le deuxième point maintenant, nous les conducteurs routiers, notre salaire. Dans la région, les conducteurs routiers n'ont pas de salaire. Nous avons demandé à ce que vraiment qu'on soit rémunéré. Il y a les avantages aussi. Ça c'est le salaire. Le troisième point, ça c'est quoi? Ça c'est l'INPS. Ça c'est l'INPS. Vous savez que nous ne sommes pas sécurisés. Nous les conducteurs, nous ne sommes pas sécurisés. Que ce soit conducteur de taxi, conducteur de sotrama, conducteur de remorque, de benne. Une fois que nous sommes dans, c'est-à-dire en un seul mot, nous les conducteurs routiers. Quand on parle de conducteur, tout est là-dedans. Vraiment, nous avons crié haut et fort que nous soyons quand même sécurisés. Ça c'est l'INPS. Le quatrième point, ça c'est au niveau des ports. Au niveau des ports. Les bagages qu'on transporte, nous ne sommes pas sécurisés. Une fois qu'il y a un manquant, nous sommes punis, nous sommes indexés. Même s'il y a des pertes, nous sommes indexés. Donc vraiment, ce problème-là, ça c'est au niveau de l'entrée des bagages et la descente des bagages. Ça c'est le quatrième point. Nous, nos responsables, sont déjà à table de négociation. Et c'est sûr et certain que ça va prendre fin dès aujourd'hui. On a même désigné nos responsables d'aller quand même parler au nom de l'ensemble des conducteurs routiers du Mali. Ils sont partis, on a eu des échos et sur le à Dieu, vraiment ça prend fin aujourd'hui. Cérémonie d'inauguration du centre de santé Chérifla et de la résidence Chérifla à Mpesoba dans le cercle de Kouchala, une œuvre des Ansars de la localité pour un coût estimé à 80 millions de francs CFA. C'était le lundi dernier en présence du guide spirituel des Ansars et président du GLSM. Envoyés spéciaux Mokhtar Bagayogo, Bouya Koulibaly et Fousséni Keïta. La cérémonie qui réunit aujourd'hui est l'inauguration de la résidence du guide et des centres de santé. C'est le lieu de vous rendre grâce et de vous souhaiter nos vœux le meilleur. La construction de ces édifices flambants neufs est le témoignage de tous les villages. Toutes les autorités administratives locales et religieuses par ma voix vous souhaitent longue vie et beaucoup de succès dans vos entreprises. Je ne saurais terminer sans vous assurer que cette résidence et ces centres seront entretenus avec l'attention qu'il faudra au bénéfice de toute la communauté. Vive la paix au Mali, vive le développement des personnes. 22 mai 2017 est Inch'Allah l'inauguration de la résidence du guide spirituel des Ansars et du centre de santé Chérifla de Mpesoba. 1. La résidence du guide, bâtie sur 2 lots, 20 mètres sur 50, soit une aire de 100 mètres carrés. Les travaux de construction ont débuté en juin 2014 et ont pris fin en 2016, soit 2 ans. Le financement et les travaux physiques sont l'œuvre de la sous-section de Mpesoba, composée à l'époque de 8 comités qui sont comité de Kola, Kolomoso, Bana, Debela, Songela, Kejiri, Dambela et Mpesoba lui-même. La finition de la résidence a coûté à 33 955 000 francs CFA. 2. Le centre de santé Chérifla. Cet établissement sanitaire a son compte 10 lots construits sur 4, soit une aire de 200 mètres carrés. Le centre de santé Chérifla de Mpesoba comprend un dispensaire, une maternité, une pharmacie et le logement du chef de poste. Le personnel est constitué de 3 agents de santé permanents, 5 bénévoles et 1 gardien. La création de cette structure de santé est l'initiative des sous-sections de l'arrondissement de Mpesoba en 2008. Les travaux ont commencé d'abord au siège de Mpesoba en 2015.
Après les résidences de San et de Bessoba, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, vient de procéder à l'inauguration de sa résidence de Fana dans le cercle de Douila pour un coût global de 83 714 400 francs CFA. Cette résidence est offerte par la section Ansardine de Fana. C'était ce mercredi 24 mai à Fana. Cette résidence du guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara à Fana, est la résultante des militants et sympathisants de la section Ansardine de Fana dans le cercle de Douila. L'événement qui nous réunit en cette journée historique, l'inauguration du domicile offert par la section Ansardine de Fana au guide spirituel des Ansardines, Cherif Ousmane Madan Haïdara. Cet ouvrage est la résultante de la conjugaison des efforts des militants et sympathisants de la section de Fana à travers ces gestes. Nous voulons témoigner de notre soutien indéfectible au guide spirituel des Ansardines, ambassadeur de la paix, lauréat de la Légion d'honneur française, chevalier de l'ordre national. Il s'agit de Cheikh Cherif Ousmane Madan Haïdara, qui nous a fait sortir du ténèbre vers la lumière. Bâti sur une superficie de 380,55 m², sur une parcelle de 900 m², ce bâtiment compte plusieurs compartiments pour un montant global de 83 714 500 francs CFA. L'édifice en question est bâti sur une superficie de 380,52 m² sur une parcelle de 900 m². Le bâtiment est de type R+1. Au rez-de-chaussée, nous avons 4 chambres, un salon, 2 toilettes, un magasin et une terrasse. À l'étage, nous avons 2 chambres, un salon privé, un hangar et 2 toilettes. En annexe, 2 chambres, 3 toilettes, un puits, un bassin pour ablution, l'aménagement complet de la cour avec du pavé. Le coût de la réalisation de ces travaux s'élève à 83 714 500 francs CFA. Rappelons que la section de Fana est composée de 7 sous-sections, dont 53 comités pour 753 militants. Cérémonie de lancement des activités de l'association des ressortissants du Nord pour le développement et la paix au lycée Massamakan Diabaté de Bako-Djikroni en commune 5 du district de Bamako. Objectif, conjuguer les efforts afin de venir à bout des difficultés auxquelles les populations du Nord sont confrontées. Tata Touré et Seydou Niari. L'association des ressortissants du Nord pour le développement et la paix est une association qui s'engage à apporter sa pierre à la reconstruction du Mali, particulièrement celle des régions du Nord. La situation que vivent les populations du Nord sont entre autres l'insécurité, les assassinats. L'association entend à travers des propositions de solutions pour faire face à cette urgence humanitaire. Vous savez, les Maliens sont là, nous avons tous des yeux pour voir comment ça se passe dans le Nord. Nous espérons la paix, nous osons espérer la paix. Nous voulons que la paix revienne dans le Nord. Il en va de l'intégrité du Mali, il en va pour le développement du Mali dans son ensemble. Et nous pensons que nous souhaitons vivement que la paix revienne au Nord. Et cette association va y travailler et nous espérons qu'ils vont avoir de bons résultats. Et si les ressortissants du Nord se mettent ensemble, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour mettre en place une association, c'est pour qu'on puisse aller vers le développement et la paix, et nous le souhaitons vivement. Nous voulons un Mali fort uni, dans son intégrité, dans sa totalité. Et nous souhaitons que le mois de Ramadan qui arrive soit un bon Ramadan, un bon mois de Ramadan pour nous, et qu'il amène la paix et la sincérité et la sécurité dans ce pays-là. Je vous remercie. Rappelons que le plan d'action de l'association s'articule autour du développement social et le développement culturel des régions du Nord. L'association a pour objectif de développer la culture de la paix et développer les actions et amorcer des actions de développement dans les régions du nord du Mali et un peu partout au Mali. L'accord n'est pas une fin en soi, l'accord n'est qu'un départ. C'est-à-dire il est facile de signer un accord, mais il est très difficile de réconcilier des gens. Donc l'objectif de l'association est d'amorcer la réconciliation nationale, amorcer vraiment les actions de paix et amorcer des actions de développement partout dans les régions du Nord.
l'accord de paix est signé. Et aujourd'hui, il y a les commissions vérité, justice et réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons dans tous les coins et recoins, dans les villages, dans les fractions, dans les communes, dans tous les secteurs, dans toutes les régions, mettre des cellules qui puissent parler de paix, qui puissent prendre les aspirations des populations afin d'en faire vraiment un véritable document de réflexion qui puisse consolider la paix et prendre les problèmes réels des populations, en faire des projets et demander vraiment leur financement à travers nos propres fonds, à travers les partenaires, pour que vraiment on puisse parler enfin de développement dans les régions du Nord. L'appel pressant que j'ai à lancer au gouvernement malien, pas au gouvernement seulement, à l'ensemble des acteurs du développement et de la paix au Mali et à l'ensemble des partenaires, c'est de faire en sorte que la mise en œuvre des accords soit vraiment effective, que ce qu'on appelle la réconciliation soit une réalité et que cette symbiose qui a toujours prévalu au Nord puisse redevenir une réalité. Les intervenants ont souligné que malgré la signature de l'accord de paix et de réconciliation, les communautés du Nord continuent de subir toutes sortes d'exactions et de crimes. Signalons que la cérémonie a été garnie par la remise d'une tonne de mil à 65 personnes. Moussa Fomba nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. En Tunisie s'ouvre ce vendredi 26 mai le procès de l'attentat de Sousse. C'était il y a quelques 2 ans, le 26 juin 2015 pour être précis. Un étudiant tunisien, Seifeddine Rezeki, avait surgi sur la plage de l'hôtel Impérial Marhaba et tiré sur les vacanciers à la Kalachnikov, faisant 38 morts, tous des touristes étrangers. L'attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique. Ils sont 26 à comparaître devant le tribunal de première instance de Tunis, 26 sur les 33 personnes poursuivies dans le cadre de l'attaque, car 7 sont en fuite. Et parmi les prévenus, les policiers tunisiens. Au nombre de 6, ils sont accusés de non-assistance à personne en danger. L'enquête a démontré qu'ils avaient tardé à intervenir pour arrêter le tireur. Parmi les 38 victimes, 30 étaient britanniques. Outre les policiers, les 27 autres accusés, tous tunisiens, doivent eux aussi répondre de crimes terroristes, homicides et complots contre la sûreté de l'État. L'Afrique n'acceptera plus d'être marginalisée. Des propos qui sonnent comme un engagement. C'est en tout cas l'essence du message du président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique ce 25 mai. Pour Moussa Faki Mahamat, il importe que le continent noir qui compte 1,2 milliard d'habitants, soit environ 17% de la population mondiale, puisse tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans sa jeunesse. Cette immense énergie, dit-il, est un outil de développement. Le président de la Commission de l'Union africaine pense que les Africains doivent se servir de ses ressources intellectuelles et naturelles pour travailler à lutter contre cette marginalisation du continent. Moussa Faki a adressé un message particulier au Soudan du Sud. J'appelle instamment, a-t-il insisté, les partis à faire cesser ces crimes de masse et d'organiser sans délai un dialogue inclusif pour redessiner un destin pour leur peuple. Cette situation ne peut continuer éternellement. La journée de l'Afrique est aussi une occasion de célébrer les progrès notables enregistrés par le continent depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en centre de l'UA. Le ministre saoudien de l'énergie Khaled Al-Faleh a indiqué jeudi que la Guinée équatoriale rejoint le cartel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et s'engage à participer aux besoins de production visant à redresser les cours internationaux. La Guinée équatoriale avait émis son intention de rejoindre l'OPEP en début d'année. Le président Teodoro Obiang Nguema a effectué une visite à Riyad dans le but d'obtenir le soutien de l'Arabie saoudite et membres influents. Le gouvernement équato-guinéen promet de s'aligner sur la décision de l'OPEP de réduire la production pétrolière de ses membres afin de revaloriser l'offre devenue un peu abondante. Conséquence, Malabo va réduire sa production de brut de 12 000 barils par jour. À Vienne, en Autriche, l'organisation et ses membres ont décidé de reconduire jusqu'en mars 2018 leur quota de production de pétrole, dont l'objectif est de réduire les stocks mondiaux afin de peser sur les prix.
Alors que la Banque africaine de développement BAD tient ses assemblées annuelles pour la première fois en Inde cette semaine, les dirigeants africains souhaitent plus de financement, de politiques et de projets vigoureux pour développer de nouvelles relations avec l'Asie. Beaucoup de chantiers demeurent pour rééquilibrer les relations entre les deux continents. Depuis le premier sommet Asie-Afrique en 1995, les relations commerciales se sont intensifiées entre les deux continents. Au cours des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en Inde cette année, les dirigeants africains ont mis l'accent sur les problèmes pendants afin d'instaurer une réelle coopération mutuellement bénéfique. En 2016, les exportations asiatiques vers l'Afrique se sont élevées à 244 milliards de dollars, tandis que les exportations de l'Afrique vers l'Asie ont atteint 194 milliards de dollars. La balance est donc déficitaire au détriment de l'Afrique. Débuté fin mars dernier, le dialogue national voulu par le président Ali Bongo Ondimba a connu son épilogue mercredi. Avant le rapport final prévu ce vendredi, un éclairage sur les principales conclusions de ce dialogue politique ouvert en mars et qui devrait éviter au Gabon de connaître de nouveau des secousses politiques comme ce fut le cas lors de la crise post-électorale d'août 2016. Il se dégage une dizaine de mesures principales. Parmi elles, le maintien du mandat présidentiel à 7 ans renouvelable puisque la limitation du nombre de mandats n'a pas été levée comme le voulait l'opposition. La majorité présidentielle a également pu conserver le droit de nommer 3 juges de la Cour constitutionnelle, dont le président de la Cour, même si dorénavant, le mandat des juges de la Cour a été fixé à 9 ans non renouvelables contre 7 ans renouvelables par le passé. L'opposition a aussi obtenu quelques victoires. C'est notamment le cas de l'élection présidentielle qui sera désormais organisée à 2 tours. Aussi, ce ne sera plus au ministère de l'Intérieur d'annoncer les résultats des élections, mais plutôt à la commission électorale qui se fera désormais appeler Centre Gabonais des élections. Autre réforme annoncée, le renforcement du poids de l'Assemblée nationale par rapport au Sénat, alors que se tiendront les législatives le 29 juillet 2017. Avis de réunion avant de boucler cette édition. L'association des ressortissants de Boussin à Bamako, ARBB, sont convoqués à une grande réunion le dimanche 28 mai 2017 à 10h précises à l'école fondamentale de Bozola. Le président invite tous les ressortissants de Boussin à Bamako et environnants de participer massivement à cette réunion. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Signé le président Eladj Sidiki Sanogo, joignable au 69 62 81 81. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.